Bonjour à tous. Nous sommes vendredi 1er novembre 2024. Je suis le docteur Robinson Tchabmeni de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors ce matin, je fais cette vidéo pour rendre compte du troisième débat des étudiants de la promotion Stanislas Melonnet de l'Institut québécois des affaires internationales. Rappelons que ces étudiants se spécialisent dans le droit minier africain, droit minier des hydrocarbures en Afrique. Ce sont pour l'essentiel à 99% des avocats africains et autres juristes du continent. Bien, le débat précisément porté sur le commentaire et l'analyse de l'article 3 du contrat du siècle. Cet article qui va emprunter son nom au thème du jour est intitulé la joint venture sino-congolaise à propos de l'exploitation des faramineuses richesses de la RDC. Mais la discussion a commencé par un bref rappel de ce qui s'est passé lors du débat précédent. Et notamment, l'impossibilité pour les éminents juristes africains de s'entendre sur un critère unique pour classifier le contrat du siècle dans une catégorie extractive bien connue en droit civil africain. Donc, les participants se sont séparés en queue de poisson et donc dans l'impossibilité de dégager un critère unique de qualification juridique du contrat minier du siècle. Lors du troisième débat, qui est l'objet de la présente vidéo, il était question d'analyser la joint venture, qui est l'entreprise commune créée par les parties contractantes, à savoir chinoises et congolaises, une co-entreprise qui a la charge d'exploiter ou de réaliser le projet minier objet de l'entente entre ces deux parties ou ces deux pays. Alors on va noter, en exploitant cet article, en l'analysant, que la RDC fut représentée par l'entreprise d'État, la GECAMIN, qui est l'entreprise publique, et dans cette nouvelle entité, dans cette nouvelle société créée par les deux parties, la GECAMIN, ou l'entreprise d'État, l'entreprise publique, apportait en nature environ 11 millions de tonnes de cobalt. C'est la contribution de la RDC pour la constitution de cette nouvelle société. Donc, la RDC va faire un apport en nature, à savoir 11 millions de tonnes de cobalt, mais aussi des titres miniers sur lesquels ces minerais se trouvent. De l'autre côté, la partie chinoise va faire un apport essentiellement de capitaux qui, on le rappelle, faisaient l'objet des attentes principales de la partie congolaise. Alors, la société nouvelle créée par les deux parties est une société de droit congolais. Cette joint venture est juridiquement une société de nationalité congolaise, même si tout porte à croire qu'il s'agit au fond d'une société internationale, eu égard à la nationalité
des parties contractantes, à savoir congolaises d'une part et chinoises d'autre part. Mais quoi qu'il en soit, le fait de rattacher la nouvelle société à l'ordre juridique congolais conforme, de notre point de vue, aux règles de l'OHADA qui régissent le droit des affaires dans l'espace africain francophone. Et les parties conviennent que la nouvelle société, la joint venture, fruit de leur collaboration, mais va faire des profits. Et à ce sujet, nous disons qu'il n'y a rien de nouveau. La vocation de toute entreprise commerciale est justement de réaliser des bénéfices. Toutefois, on va noter dans la répartition des parts sociales que la Chine va s'octroyer 68% des parts, mais contre 32% pour la RDC. Alors, cette répartition inégale des parts sociales ont des conséquences quant à la gouvernance de l'entreprise, mais aussi de facto quant à la nationalité de cette nouvelle entité. Parce qu'à 68% pour les Chinois contre 32% pour les Congolais, le conseil d'administration est dominé par les Chinois et donc tout le pouvoir de décision appartient aux Chinois, ça c'est d'un de l'autre. Le fait qu'ils soient actionnaires majoritaires de facto nous permettent de dire que la nouvelle joint venture, la co-entreprise constituée est une entreprise chinoise. Et notre analyse est corroborée par le fait justement que l'article 3 va souligner que la vocation de la joint venture qui vient d'être créée par les deux parties a pour but de garantir au consortium chinois les moyens de recouvrer l'argent investi dans le projet minier et le projet d'infrastructure. Alors, pour garantir justement aux Chinois d'être remboursés, les partis, et notamment les Congolais, vont faire une grosse concession, c'est-à-dire leur donner tout le contrôle de l'entreprise. Monsieur Miafo, qui est participant à cette discussion, va cependant faire remarquer que plusieurs avenants sont intervenus dans ce contrat et qu'en fin janvier 2024, les partis se sont entendus pour modifier cette répartition du capital social et donner désormais 55% à la RDC contre 45% à la partie chinoise. Et du point de vue de M. Miafo, si ce contrat est constamment révisé, c'est qu'il pense que les différents amendements permettront de rendre, en définitive, le contrat équitable entre Chinois et Congolais. Il s'est par la suite déclenché un vif débat entre les participants. Et le débat a été inauguré, la discussion entre participants a été inaugurée par maître Dany Mpanga, qui est avocat en RDC et conseiller du ministre congolais des Mines. Il y a lieu de souligner que cette personnalité, cette haute personnalité de l'administration congolaise a participé à la rédaction de ce contrat. Alors, il était intéressant qu'il intervienne pour clarifier certaines zones d'ombre et, autant que faire se peut, de décrire les conditions qui ont prévalu au moment des négociations et ce qui a poussé l'administration à laquelle il appartenait à se montrer si généreuse à l'égard des Chinois. Alors, maître Mpanga, qui est le conseiller du ministre congolais des Mines, va d'entrée de jeu invoquer le contexte de guerre, ou alors le contexte post-conflit, pour souligner que, eu égard à ce contexte, la RDC sortait d'une période de guerre, elle était
elle n'était pas du tout attractive pour les investisseurs. L'argent n'aime pas le bruit, l'argent n'aime pas la guerre, l'argent n'aime pas le conflit. Et donc, les investisseurs ne pouvaient pas se masser autour des portes de la RDC, compte tenu de ce qu'il y avait des bruits de bottes, des armes qui crépitaient quelques années encore dans ce pays. Et donc, selon lui, c'était le contrat qui a été signé en 2008 était le meilleur contrat qu'on pourrait signer à l'époque, compte tenu du peu d'attractivité de la RDC en matière d'investissement. Alors, il ajoute que les Chinois se sont montrés particulièrement courageux pour venir investir dans un pays en guerre, dans un pays en post-guerre. Alors, de notre point de vue, nous pensons que le conseiller du ministre des Mines il a raison d'une part, il pourrait avoir tort d'autre part, raison de ce que oui, effectivement, les investisseurs n'aiment pas la guerre, l'argent n'aime pas le bruit, il a raison de ce point de vue. De l'autre point de vue, on se demande s'il n'est pas en train de protéger la partie chinoise qui est au fond son allié, puisqu'il est encore dans cette administration, il est encore dans cette équipe qui pilote les négociations entre les deux pays, et donc, devant le public, il a parfaitement intérêt à défendre son allié chinois dans un débat comme celui-ci. Alors, le docteur Robinson Chiabweny va précisément souligner que le conseiller du ministre congolais des Mines défend un contrat pourtant dénoncé à cri et à corps par la population. Et à cette remarque, le conseiller du ministre va objecter en disant, je cite, « Je ne défends pas l'accord. Je dis seulement que dans ce contexte de post-conflit, aucun autre État n'a pu investir dans le pays. Je confirme qu'il y a eu des points désavantageux pour le pays. Cela va de soi dans la mesure où, dans le domaine des affaires, c'est le financier qui fixe les règles. » Là, on va apprendre que la RDC a un peu cédé, étant donné que celui qui avait le pouvoir de l'argent, c'est celui qui fixe les règles, et donc la Chine ayant donc fixé ses règles et ordonné un partage léonin, 68% contre 32%. Alors, Maître Carole Mimba, qui est avocate au barreau du Cameroun, va, quant à elle, prendre un point de vue, une position assez opposée, et va souligner que la RDC, la Chine, a au fond profité de la vulnérabilité économique et sociale de la RDC dans une période post-conflit. Et à cela, le conseiller du ministre va dire que, mais non, écoutez, la crise économique de 2008 a balayé le monde entier, et bien évidemment, les pays n'étaient pas intéressés, c'était pas le bon moment pour nombreux pays à investir, étant donné que leurs économies étaient en crise. Alors, la RDC étant en situation post-conflictuelle, il fallait reconstruire le pays, il fallait bien commencer quelque part, il fallait bien accueillir l'un des investisseurs. Et cependant, on pourrait envisager l'hypothèse de renégocier certains avantages, ce qui donnait une marge de flexibilité dans le contrat, et en espérant que un jour ou l'autre, on pourrait retrouver un certain équilibre contractuel entre les parties. Mais Maître Carole Mimba ne sera manifestement pas de cet avis. Elle va estimer que la Chine est un pays très rusé en affaires, qu'elle agit en connaissance de cause et que la Chine ne perd jamais. Elle a bien étudié son projet pour, en définitive, mettre la main sur les mines chinoises, des mines congolaises. Alors, le docteur Robinson Chiabweny va adopter un point de vue assez proche de Maître Carole Mimba pour faire remarquer que la Chine a véritablement faim des ressources minières énergétiques pour les besoins de son industrie, la Chine étant l'industrie, la manufacture mondiale.
tout se fabrique désormais en Chine. Donc la Chine a un gros besoin en termes de mines et d'énergie pour satisfaire à la demande de son industrie. Donc la Chine se promène partout dans le monde et sa présence en RDC se justifie spécialement par le besoin de puiser les richesses qui se trouvent, les richesses minières qui se trouvent dans le sous-sol de la RDC pour justement satisfaire aux besoins de l'économie chinoise. Mais à cette réflexion, M. Miafo, qui est très présent dans le débat, va rebondir pour souligner et dire que n'oublions pas que le seul pays à l'heure actuelle qui soit capable d'investir dans tous les continents, ce sont les Chinois à travers leur projet de la soie. Et il va dire, prenant l'exemple de la reconstruction en Irak post-conflit, notamment l'exploitation de leurs ressources après Saddam Hussein, et il va dire qu'aucun pays n'a eu le courage d'aller en Irak, seule la Chine, une fois de plus, a manifesté ce courage. La Chine a aidé l'Irak et la Chine, naturellement, comme c'est son habitude, est venue aider les pays sinistrés et donc la RDC dans des moments difficiles. Alors, il conclut en disant, donc je pense que la Chine essaie tant bien que mal d'apporter sa contribution au développement de la RDC. Alors, les discussions vont continuer toujours dans le sens où chacun défend ses positions, mais la synthèse sera au fond trouvée par Maître Grégoire Chongikwam, dont les propos vont permettre de résumer l'essentiel du débat qui, il faut le dire, une fois de plus, va se caractériser par une absence vraiment de consensus. Mais écoutons ce que dit Maître Grégoire Chongikwam. Il dit: j'ai suivi avec grand intérêt les interventions des uns et des autres. Je peux comprendre la position du conseiller du ministre qui logiquement défend un contrat dont il a participé à la signature et qui s'est avéré particulièrement désavantageux pour la RDC. La Chine a profité du contexte d'après-conflit pour en tirer profit et conclure un contrat léonin. C'est le propre des Chinois et de tous les partenaires des pays africains qui ne cherchent que leur profit et rien d'autre. Je note aussi, au dire du conseiller technique, que le contrat du siècle a déjà connu 5 avenants, dont le dernier a porté sur le pourcentage du partage des bénéfices révisé au profit de la RDC. Pour moi, il ne s'agit pas de contribuer au développement, mais de trouver un prétexte pour puiser les ressources minières de la RDC. Pensons-nous qu'au terme de la supposée collaboration de la RDC, la RDC se verra développer grâce à la Chine? Et nous avons, sur cette belle réflexion, nous avons clos la séance en constatant l'absence de consensus entre les parties débattantes sur le fonctionnement de la joint venture nouvellement créée par les parties chinoises et congolaises pour l'exploitation des faramineuses richesses du champion du monde en ressources minières qu'est la RDC. À bientôt pour la suite des discussions.